Je suis très, très, très contente que vous puissiez être aussi nombreux à être présents. Et merci du coup pour l'intérêt que vous accordez tous à la Caisse des Français de l'étranger, pour laquelle je reçois de trop nombreux messages. Je voudrais remercier les équipes de la Caisse des Français de l'étranger d'avoir répondu présent. Monsieur Pavie, Madame la Présidente, et les autres, les membres du conseil d'administration qui sont aussi présents, Jean-Hervé Fralin et Zaïda Sleman, qui est ici présent. Un grand merci à vous deux d'être ici aussi. Je veux rappeler que cet échange avec les équipes pédagogiques, les équipes du conseil d'administration et de la CFE, de la direction de la CFE, merci encore une fois. Cet échange se veut à visée pédagogique. Moi, je ne vais pas être longue, je vais vraiment laisser la parole à la CFE. L'idée, c'est ici que nos compatriotes puissent savoir de quoi on parle, parce que je me rends compte qu'ils sont souvent trop mal couverts ou pas couverts du tout par méconnaissance de la Caisse des Français de l'étranger. Donc, cette visio se veut un éclaircissement auprès des élus, de nos élus ici présents et des responsables associatifs ici présents. Nous avons de nombreuses associations de bienfaisance. Et du coup, l'idée, c'est que vous puissiez écouter donc, la direction de la CFE et Madame la Présidente pour un propos introductif explicatif. Ensuite, nous aurons les membres du conseil d'administration présents s'ils veulent s'exprimer pour ajouter des informations ou tout simplement du vécu. Et ensuite, nous avons déjà eu pas mal de questions de nos compatriotes et d'associations que je poserai à monsieur le directeur. Oui, le partage d'écran, bien sûr, monsieur Pavie. Et ensuite, pour les questions qui resteraient sans réponse, pour les interrogations, n'hésitez pas à soit les poser dans le chat ou sinon je vous donnerai la parole pour qu'on puisse être sûr de partir avec le même niveau d'information. Je vous remercie tous et je donne la parole à monsieur Pavie. Je vais peut-être émettre un mot de remerciement, Madame Lacrafi, pour cette initiative fort heureuse. Il y a énormément de besoins d'informations concernant la CFE, quelle que soit la région du monde dans laquelle nous résidons. Donc, on va vous présenter la CFE. Et aujourd'hui, au niveau de la Caisse, il y a effectivement Monsieur Pavie et Monsieur Tinet, directeur et directeur adjoint, qui m'accompagneront pour cette présentation. En tout cas, merci pour l'initiative. Alors, je salue mes deux membres du conseil d'administration que sont Madame Zaïda Sleiman et Jean-Hervé Fralin, et qui seront aussi compétents pour répondre à certaines questions spécifiques à cette région que personnellement je ne connais pas très bien, mais qui ressemble en tout cas à la région dans laquelle je réside, qui est l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Donc, la CFE, c'est une caisse de sécurité sociale qui a été créée en 1978 pour répondre aux besoins essentiellement et initialement des entreprises françaises qui envoyaient des salariés un peu partout dans le monde. Et progressivement, elle a couvert non seulement les salariés d'entreprise, mais les salariés individuels, les non-salariés, les indépendants et petit à petit aussi les retraités de source française et les étudiants. Aujourd'hui, elle couvre tout le monde. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction ni au niveau géographique, comme vous le verrez, ni au niveau de l'âge. La Caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration, excusez-moi, on est en plein dans les conseils d'établissement également. Donc, composé de 21 membres. Le nouveau conseil a pris ses fonctions en avril 2022. Et la plupart des administrateurs résident à l'étranger et sont assurés par la CFE. Ils connaissent la CFE. La CFE assure la continuité avec le régime général de sécurité sociale français. C'est une caisse à adhésion qu'on appelle facultative, volontaire. Il n'y a aucune obligation d'adhérer à la CFE. C'est vraiment un acte que l'on fait. On complète un bulletin d'adhésion qu'on envoie à la CFE. Il n'y a pas d'obligation. L'obligation, c'est d'être affilié au régime local s'il existe, quand il existe. Et ensuite, on peut adhérer à la CFE. Elle propose des prestations similaires à peu près à ce que la sécurité sociale propose en France, c'est-à-dire elle couvre la santé,
elle couvre les risques professionnels, les accidents du travail, et elle permet aussi d'alimenter son compte en trimestre pour sa future retraite. Et c'est le seul organisme qui a cette possibilité. Autant il y a des assurances privées pour couvrir contre la santé, pour la retraite, c'est le seul organisme qui est habilité à encaisser des cotisations en vue de se constituer une future retraite. Donc la CFE, c'est environ 200 000 personnes couvertes dans le monde entier, dans 209 pays. C'est aussi 36% des contrats qui le sont via une entreprise. C'est-à-dire que la CFE peut couvrir aussi bien des salariés individuels que des salariés qui le sont par l'intermédiaire d'une entreprise, quelle que soit sa taille d'ailleurs. Donc, nous avons des tarifs différents pour les individuels et les entreprises. Et les assurés via une entreprise représentent environ 36% de notre portefeuille. Aujourd'hui, la maladie, c'est 185 000 personnes couvertes. C'est 35 000 personnes couvertes contre l'accident du travail et 44 000 assurances retraite. 44 000 personnes ont choisi d'adhérer au risque vieillesse. Donc, il y a beaucoup d'arguments qui entrent en faveur de l'adhésion à la CFE. Il y a d'abord le fait que ça soit une assurance complète pour tous les expatriés français et européens qui résident hors de l'espace communautaire, il faut bien le préciser. Donc, un Italien en Égypte, aux Émirats, au Kenya ou au Maroc peut adhérer à la CFE. Et elle protège, quel que soit votre statut. Vous n'êtes pas obligé d'être que salarié. Vous êtes français à l'étranger, quel que soit votre âge, quel que soit que vous ayez ou non une activité, vous êtes éligible à la CFE. C'est une continuité des droits au départ et au retour. Si vous adhérez dans les 3 mois qui suivent votre expatriation, il y a une continuité des droits, c'est-à-dire qu'une compatriote qui débute une grossesse en France, ses droits sont ouverts si elle adhère dans les 3 mois qui suivent son expatriation. Les frais inhérents à sa grossesse seront pris en charge par la CFE, c'est un exemple. Et à votre retour, idem, si vous êtes salarié, vous êtes toujours couvert par le régime général, mais si vous n'êtes pas salarié, si vous êtes adhérent à la CFE, que vous retournez en France, vous avez 3 mois pris en charge par la CFE et vos droits sont ouverts le temps que vous êtes couvert, le temps que vous fassiez les procédures pour réintégrer le régime général. Pour certains pays de la région, c'est un réseau de soins couvert par un tiers payant hospitalier, c'est-à-dire que la CFE a passé un marché public et pour certains pays comme, alors je crois qu'il y a l'Égypte, Madagascar, Maurice, les pays d'Afrique de l'Ouest et dans votre région, il y a le Liban également, il y a des réseaux de tiers payants hospitaliers qui permettent une prise en charge totale ou partielle selon votre pays de résidence, d'accéder à des centres de soins en vue d'une hospitalisation. Et enfin, c'est la possibilité d'avoir une carte vitale. Vous savez que la carte vitale, c'est un peu le sésame en France. Quand vous ne l'avez pas, c'est compliqué. En tout cas, quand nous ne l'avions pas, du temps où elle n'existait pas, la CFE, c'était très compliqué de se faire reconnaître. Et là, en fait, c'est une reconnaissance d'appartenance à une caisse de sécurité sociale, la carte vitale. Donc, sous les conditions classiques d'éligibilité, les adhérents à la CFE peuvent avoir droit à la carte vitale. Et donc, elle permet de ne pas payer certaines prestations. Elles sont prises en charge directement par la CFE. Voilà, maintenant, je laisse la parole à Éric Pavy, qui va poursuivre la présentation des produits qui sont proposés aux Français qui résident à l'étranger. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci Isabelle et merci Madame la députée pour l'organisation de cette visioconférence. J'ai reconnu certains visages
dans l'Assemblée, même si elle est virtuelle, et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui. Donc, je vais à mon tour présenter donc, plutôt maintenant les offres de la CFE pour bien que tout le monde les ait en tête, leurs caractéristiques, donc les produits et les garanties. Et puis, je passerai la parole à Pierre Clinet pour la dernière partie qui est plus spécifique sur certains dispositifs spécifiques, notamment le tiers payant hospitalier et la carte vitale, puisqu'on a souvent beaucoup de questions sur ce sujet, avant qu'on puisse échanger sur vos questions-réponses. Alors, les solutions pour les particuliers, depuis la réforme de la CFE en 2019, vous avez à l'écran les 4 grands produits qui sont proposés par la Caisse. Alors, la réforme a permis de beaucoup simplifier, je dirais, les produits existants. Donc, schématiquement, aujourd'hui, on a un produit qui est un peu le produit standard de la CFE, c'est-à-dire une couverture des soins partout dans le monde, qui est le Monde Expat Santé, qui est pour tous les plus de 30 ans, non retraités de pension française. Donc, ce produit Monde Expat Santé va proposer une couverture des soins partout dans le monde, c'est-à-dire dans le pays où on réside, mais aussi en France, mais aussi partout à l'étranger. Donc, c'est, je dirais, le produit classique de la CFE. Il s'appelle Monde Expat Santé. On a sa déclinaison pour les jeunes qui s'appelle Jeune Expat Santé, qui est réservée aux moins de 30 ans. C'est exactement les mêmes garanties que le précédent, mais le grand avantage, c'est son prix, parce que les cotisations sont réduites. Le conseil d'administration, à l'époque du lancement de ce produit, avait aussi pour objectif de veiller à équilibrer la pyramide des âges des adhérents de la CFE, et pour ça, d'avoir un produit, je dirais, attractif pour les jeunes. Donc, il est particulièrement intéressant. C'est un produit qui fonctionne assez bien et qui couvre les jeunes, donc de la même manière, partout dans le monde. Retraite Expat Santé est une nouveauté de la CFE, donc suite à la réforme. Retraite Expat Santé est un produit qui concerne uniquement les personnes qui touchent une pension de retraite française et qui ayant donc cotisé en France suffisamment longtemps, donc il y a une condition de durée de cotisation dans la plupart des pays qui est de 15 ans, même s'il y a des exceptions, puisque par exemple au Maroc, pour prendre un exemple, il y a une convention franco-marocaine qui exonère de cette condition les pensionnés, mais en principe, il faut avoir cotisé 15 ans au régime obligatoire. Donc, quand vous êtes dans cette situation d'avoir cotisé pendant 15 ans et d'être retraité, vous conservez des droits à la sécurité sociale en France. Donc, vous avez probablement encore une carte vitale et pour tous vos séjours temporaires en France, vous êtes couvert pour vos soins par la sécurité sociale. Et donc, dans ce cadre-là, la CFE va vous proposer tout le reste, c'est-à-dire de couvrir vos soins partout ailleurs qu'en France. Donc forcément, c'est un produit qui est un peu moins cher que Monde Expat, puisqu'au lieu de couvrir le monde entier, il couvre tous les pays sauf la France. Il est réservé aux retraités et donc il leur permet d'avoir une couverture principalement locale. Tout l'intérêt, c'est je suis couvert pendant mes séjours en France par la sécurité sociale, mais je veux également une couverture équivalent sécurité sociale dans mon pays de résidence et dans mes éventuels déplacements à l'étranger. Et puis, le dernier produit qui commence à gagner en notoriété et qui, du coup, a une progression assez intéressante en termes de nombre d'adhérents d'année en année, c'est France Expat Santé. Donc là, c'est un produit, c'est l'inverse du précédent. C'est un produit qui ne couvre les soins qu'uniquement en France. Donc, il vise des personnes qui sont bien expatriées, bien sûr, mais qui souhaitent être uniquement couverts pour leurs soins en France, avec éventuellement la carte vitale, avec tous les intérêts de la CFE sur la continuité des droits avec la sécurité sociale en France. Il s'agit évidemment de séjours temporaires. Donc, ce produit vise principalement des personnes qui, dans leur pays de résidence, sont satisfaites de leur couverture locale, éventuellement par un assureur privé ou par un régime obligatoire, mais qui souhaitent pouvoir continuer à venir se faire soigner régulièrement en France et bénéficier de tous les avantages de la CFE, et notamment la carte vitale, puisqu'on est le seul organisme à pouvoir la proposer pour des personnes résidant à l'étranger, en dehors des retraités pour la sécurité sociale. Voilà, donc ce sont les 4 grands produits santé de la CFE aujourd'hui. Et vous pouvez, si vous êtes intéressé pour creuser davantage tel ou tel produit, aller sur le site de la CFE pour
pour le consulter et consulter les tarifs, mais nous les redonnerons tout à l'heure. Sur ces produits-là, nous avons une option qui est réservée aux seuls salariés. Cette option, elle concerne les indemnités journalières, le capital d'essai et l'invalidité. Donc là, on va être sur des prestations très proches de celles de la sécurité sociale. Donc l'indemnisation d'un arrêt de travail, lorsque le médecin vous prescrit un arrêt de travail, d'un congé maternité ou paternité, d'une invalidité, avec le versement d'une pension d'invalidité, et puis un capital d'essai en cas de décès de l'adhérent, puisque malheureusement, c'est aussi un des cas qu'on trouve dans ces garanties de prévoyance. Donc, c'est une option qui n'est pas très coûteuse, qui génère une petite surcotisation en plus de la cotisation santé, mais qui est assez intéressante, puisqu'elle donne, en plus du remboursement des soins, des éléments importants de prévoyance. Donc, c'est une option qui est proposée à l'adhésion, mais qui est réservée donc aux personnes qui sont salariées et à qui on demandera de fournir donc des bulletins de salaire pour les positionner sur les grilles. Donc, voilà sur les produits santé que nous proposons aujourd'hui. Alors, en termes de remboursement, comment fonctionne la CFE depuis la réforme de la CFE? Alors, la réforme a vraiment visé à simplifier les règles de remboursement, puisqu'auparavant, schématiquement, la caisse convertissait les soins qui lui étaient adressés en codage français. Et elle appliquait à ces codages des règles de remboursement. Ce qui fait qu'il était parfois compliqué pour un adhérent de connaître à l'avance le montant dont il serait remboursé, parce qu'évidemment, personne n'était capable de soi-même de coder, je dirais, son opération à l'hôpital, par exemple. C'était donc assez peu transparent et assez complexe en termes de liquidation par notre personnel. Assez complexe à gérer aussi pour les complémentaires santé qui interviennent souvent derrière la CFE. Donc, la grille de remboursement était complètement revue. Le principe général, c'est que le niveau de garantie dépend de la zone géographique du pays où sont délivrés les soins. Donc, prenons l'exemple sur ce tableau, par exemple, de l'Algérie. Donc, l'Algérie, vous le voyez, est en zone 1. C'est la zone bleu ciel, on va dire. En zone 1, ce sont les pays qui ont le niveau de remboursement exprimé en pourcentage de la dépense réelle le plus élevé, parce que le coût des soins moyen y est le plus bas. À l'inverse, si on se place, par exemple, aux États-Unis, en rose, zone 5, on est sur un pays où la santé est très coûteuse. Du coup, le pourcentage de prise en charge des soins, des dépenses réelles engagées, va être inférieur. Donc, on a des remboursements qui parfois sont forfaitaires. Par exemple, un accouchement va être remboursé à concurrence de ce forfait qui est aux environs de 2 700 €. Et puis, on a des dépenses qui sont exprimées en pourcentage. Donc, par exemple, ça peut être 80% des dépenses de pharmacie ou 100% des dépenses de pharmacie ou moins. Voilà. Donc, vous avez comme ça des pourcentages ou des forfaits sur tous les types de remboursement. Et ce qui détermine donc le niveau, c'est la zone dans laquelle est situé le pays. Donc, c'est un zonage qui est issu de la réforme, qui avait été évalué par un actuaire et qui a vocation à être réactualisé régulièrement. Donc, ça n'avait pas été fait jusqu'à présent. Nous avons des études d'actuaires en cours pour actualiser ce zonage, puisque le coût des soins dans les différents pays peut évoluer à la hausse ou à la baisse avec le temps. L'idée générale, il faut le savoir, c'est que la CFE rembourse au même niveau les personnes, quel que soit leur pays de résidence. C'est-à-dire qu'un même acte médical doit coûter à peu près la même somme à la CFE qu'il ait lieu aux États-Unis, à Singapour, au Maroc, au Sénégal ou autre. Voilà. D'où ces cinq zones de garantie. Sachant que nos cotisations, elles, sont identiques partout dans le monde. Et puis, vous avez, je précise sur cette carte, des points rouges qui correspondent aux pays où on propose du tiers payant hospitalier à 100%. On va y revenir dans un instant. Donc là, ça veut dire que les personnes ont la possibilité d'aller dans un réseau d'établissements à 100%. Et vous avez des points bleus sur les pays où nous proposons un tiers payant, mais à 80%, qui sont des pays où la santé est un peu plus chère.
Nous reviendrons sur le tiers payant après. Voilà, donc les garanties, donc j'ai expliqué en un mot, donc on est soit sur des pourcentages de la dépense réellement engagée, soit sur des forfaits. Voilà. Et les grilles sont consultables sur le site de la CFE. Vous allez dans la rubrique documents clés et vous avez le tableau des garanties avec toutes les garanties détaillées donc pour chaque zone et par type d'acte. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Pierre Tinet pour poursuivre les explications sur le tiers payant hospitalier. Donc, sur le tiers payant hospitalier, donc c'est une offre de service qui date maintenant de 2020 à la CFE, qui a après quelques années d'expérimentation. Ça correspondait à un besoin particulier de certains pays où historiquement la CFE avait des accords de tiers payant avec quelques hôpitaux locaux et on l'a un peu plus industrialisé en fait depuis 2020. Diapo suivante. Donc, depuis 2020, on a lancé un appel d'offres, un marché public auprès d'assisteurs. Donc, c'est le métier, en effet, de guider le patient dans l'offre de soins et d'appliquer une prise en charge à un certain taux fixé avec nous-mêmes en fonction des pays d'exécution. On a fixé 4 zones géographiques dans le monde qui correspondent aujourd'hui, en fait, là où le besoin et le volume d'actes est le plus prégnant et le plus important. La plus grosse zone en termes de fréquence et de recours, c'est ce qu'on appelle la zone Afrique, c'est-à-dire tout le Maghreb, plus les pays de la zone CFA. Ensuite, vous avez une zone qui est Madagascar-Maurice, avec une particularité dans cette zone, puisqu'il y a une offre de soins française Union. Le Moyen-Orient, qui est Liban, Jordanie, Égypte, et la zone ASEAN 9 qu'on appelle, enfin, c'est tous les pays de l'ASEAN, sauf Singapour, qui est dans une zone tarifaire chère. Et puis, on a rajouté récemment un pays en zone Amérique, qui est la République dominicaine. Le principe sur ces pays-là, en fonction de la zone d'appartenance que vient d'écrire Eric, c'est que nous sommes à 100% des frais réels sur la zone 1 et 80% sur la zone 2. Et nous avons rajouté, puisque nous travaillons avec des professionnels de l'assistance, une prestation d'assistance rapatriement qui consiste en fait, en cas d'urgence notamment, à pouvoir répondre 24/24, 7/7 à un recours. Et deuxièmement, qui inclut les frais de transport entre les plateaux techniques vers lesquels on vous a emmené en première intention ou qui nécessiterait un transport vers un plateau technique supplémentaire. Et on a restreint par contre cette offre aux ceux finalement qui n'en avaient pas de par leur contrat, notamment leur contrat complémentaire à la CFE. Donc on l'offre aujourd'hui uniquement aux individuels, déjà aux contrats individuels, et qui ne sont pas avec une complémentaire internationale de type April, MSH, Schenner, Malakoff Humanis, voilà, qui offre déjà donc cette prestation. Et on le limite aux soins en fait qui sont de l'hospitalisation, c'est-à-dire des séjours de plus de 24 heures en établissement hospitalier, des soins ambulatoires qui nécessitent une anesthésie, donc la coloscopie, l'endoscopie, la fibro par exemple, ou tout simplement des chires ambulatoires. Hein. Une cataracte, ça se fait en ambulatoire aujourd'hui, donc c'est éligible. On a également la maternité, l'accouchement, on a de la chimiothérapie, la radiothérapie et les séances de dialyse. Sur le mode opératoire, on a donné en fait depuis 2020 à tous nos assurés éligibles un numéro de téléphone qui est le numéro de téléphone de l'assisteur. Alors c'est VIV dans la zone pour vous Liban, Jordanie, Égypte, mais c'est MSH international et accès assistance dans la zone Madagascar-Réunion. Il faut, en cas de soins programmés, se rapprocher d'eux auprès par l'adresse mail qui leur a été communiquée pour définir ensemble quel est l'établissement sanitaire le plus pertinent en fonction de l'opération programmée. Et en cas d'urgence, eh bien, c'est un numéro d'appel qui répond en effet 24/24, 7/7. Et comme je le disais également, il y a une prestation d'assistance qui consiste en fait à rapatrier dans des cas graves. Alors le rapatriement, c'est un rapatriement sur le pays de résidence normalement. C'est pas un rapatriement systématique sur la France. C'est d'abord le plateau technique le plus approprié et ensuite donc éventuellement la France. Mais ça ne devient qu'en dernier recours.
Et il y a également une prestation qui est un peu standard dans toutes les prestations d'assistance de rapatriement du corps en cas de décès. Ça, c'est le tiers payant hospitalier, donc qui est en cours depuis 2020 sous ce format-là, qui va être en renégociation à partir de l'année prochaine avec peut-être un autre prestataire, puisque le marché vient à terme à la fin de l'année. Voilà. Sur les tarifs, Eric en a parlé. Sur la partie santé, en fait, les tarifs sont fixés aujourd'hui par tranche d'âge et par type de couverture, soit vous êtes tout seul, soit vous êtes en famille sur le contrat. Ces tarifs-là sont fixés par arrêté ministériel. Les autres tarifs qui concernent la cotisation vieillesse, l'accident de travail et les indemnités journalières relèvent par contre du décret d'application et ne relèvent pas du conseil d'administration de la Caisse. Voilà sur la partie tiers payant hospitalier. Le dispositif de catégorie aidée, c'est un dispositif donc, qui existe depuis très longtemps à la Caisse, qui en fait consiste à aider à l'accès à la couverture santé de la CFE pour des gens qui justifieraient de ressources en dessous d'un certain plafond. Pour en bénéficier, il faut être de nationalité française. Comme disait Eric, tous nos produits aujourd'hui sont ouverts sous condition à tous les Européens, mais celui-là reste sous une condition de nationalité française. Il faut être inscrit auprès du consulat. Il faut être sur un produit individuel, mais en fait, l'adhésion se fait après l'avis du consulat dans le circuit normal, donc soit un monde expat santé, soit un retraite expat santé à ce jour. Et il faut avoir des ressources inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. L'appréciation de ces ressources est faite par le consulat. Donc, le process normal, c'est un dépôt de dossier auprès du consulat. Le process normal, donc c'est un dépôt de dossier auprès du consulat qui examine les ressources et qui décide ou non d'accorder cette catégorie aidée. En cas de refus, il fait un refus direct vers la personne. En cas d'accord, il nous donne le dossier d'affiliation et nous affilions la personne dans ce dispositif de CATD. Nous avons également une offre particulière sur des contrats dits collectifs, donc c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui payent les cotisations, tout ou partie des cotisations, sur tout ou partie des risques évoqués, c'est-à-dire la maladie, l'accident de travail, la vieillesse. Et là, on accepte de prendre des salariés, dans certains cas, qui ne sont pas forcément ni européens ni français, si en tout cas, ils ne représentent pas une proportion très, très importante, hein, bien sûr. Ça concerne les entreprises de droit français ou de droit local, puisque là, les frontières sont assez ténues aujourd'hui en termes de droit d'appartenance. Autre offre de la CFE et qui concerne également donc, plutôt des gens qui sont aujourd'hui en posture de salariat. Les risques professionnels qui sont en fait copier-coller de ce qui existe en France pour tout travailleur, pour tout salarié, c'est-à-dire on le couvre pour l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Donc ça veut dire par rapport à un accident qui a lieu au temps et au moment du travail, sous la suggestion de l'employeur. Et deuxième risque qui est également lié à un salariat, mais également qui pourrait concerner certaines personnes qui ont une activité professionnelle différente, c'est l'assurance retraite. Ça, nous collectons en fait la cotisation retraite de base que nous reversons à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour que des gens qui partent en expatriation continuent à cotiser et à acquérir des trimestres la retraite de base française. Donc, c'est réservé à un certain nombre de conditions particulières. Il faut avoir au moins cotisé 5 ans en régime français obligatoire ou avoir travaillé dans les 6 mois en France avant l'expatriation ou être né en France. En tout cas, il faut avoir relevé à un moment donné d'un régime obligatoire français. Et nous avons des dispositifs particuliers pour des inactifs, c'est-à-dire des personnes qui seraient également dans des conditions de salariat au préalable de leur expatriation, mais qui auraient été obligés d'arrêter leur activité justement à cause de cette expatriation et qui voudraient quand même conserver leur droit à cotisation retraite.
Voilà les différents produits de la CFE. Un dernier point sur la carte vitale. Donc la carte vitale, ça ne sert qu'en France, bien sûr, hein, c'est une carte vitale française. Donc c'est une possibilité pour les adhérents CFE de bénéficier de cette carte vitale. C'est un droit qui est aujourd'hui ouvert depuis 2019-2020, en fait, dans les faits. Ça permet en France donc d'utiliser cette carte vitale pour bénéficier dans certains cas de tiers payants dans les pharmacies, c'est le cas le plus courant. Ça permet aussi aux caisses d'assurance maladie françaises de savoir qu'un adhérent est à la CFE et réciproquement. Pour avoir droit à une carte vitale, il faut un certain nombre de conditions parce que ce sont les mêmes conditions que pour quelqu'un qui est en France. Il faut bien évidemment, au côté CFE, être sur une couverture santé et donc incluant les soins France. Il faut posséder un numéro de sécurité sociale, on va dire permanent, certifié, donc qui débute par 1 ou 2 pour faire simple. Il faut être âgé de 16 ans ou plus. Il faut ne pas être dans une période de carence. Il faut avoir des cotisations à jour, avoir une adresse mail pour pouvoir également déposer les photos, la photo et la pièce d'identité dans le cadre d'une fabrication de cartes. Et il faut avoir une adresse postale en France pour pouvoir avoir cette carte vitale livrée. Tous les gens qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale définitif n'ont pas droit à cette carte vitale. Tous les retraités qui ne sont pas donc gérés par la CFE pour leurs soins France voient leur carte vitale gérée par la caisse primaire d'assurance maladie en France. Et tous les gens qui sont en dessous de 18 ans et qui sont ayant droit d'une personne et qui n'ont pas de numéro définitif apparaissent sur la carte vitale de la personne qui ouvre les droits, donc de la personne qui est adhérent à la CFE. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le panorama général des offres de la CFE avec donc, un certain nombre de précisions aujourd'hui qui existent sur le site. Je redonne la parole à Eric et Isabelle pour la suite. Alors, on a en fait terminé donc la présentation que vous nous aviez demandée. Donc, on va passer peut-être à la partie questions. Je vois qu'il y en a un certain nombre qui sont arrivés sur le fil de discussion. On peut peut-être déjà prendre celle-ci. OK. Alors, sauf si nos deux administrateurs veulent ajouter quelque chose. Jean-Hervé, alors peut-être. Merci Amélia merci Amélia de nous donner la parole. Donc pour l'instant, je préfère laisser le directeur Éric Pavie poursuivre par les réponses aux questions et puis on pourra peut-être intervenir chemin faisant sur des points particuliers. Merci. Parfait, merci. Parfait. Donc, la première question, si la famille rentre en France, le salarié qui adhère à la CFE par son entreprise va cotiser à la CPAM directement par son entreprise. Comme il n'y a plus d'ayants droit CPAM, les conjoints et enfants sont-ils pris en charge par la CFE pendant les 3 mois de carence? Alors, là, je pense qu'il y a une petite confusion, c'est-à-dire que lorsque, effectivement, donc là, c'est le cas d'un contrat collectif. Donc, une personne avec sa famille, visiblement, est couverte à l'étranger par la CFE, elle rentre en France. Effectivement, à son arrivée en France, la famille, d'ailleurs, va faire les démarches pour rejoindre le régime obligatoire et son employeur va cotiser dès son arrivée sur son salaire au régime obligatoire. Donc, il va rejoindre le régime obligatoire. En revanche, que se passe-t-il en fait pour le conjoint et les enfants? Alors, les enfants peuvent parfaitement être ayants droit. C'est-à-dire que vous dites il n'y a plus d'ayants droit. Si, il y a encore des ayants droit, c'est qu'il n'y a plus d'ayants droit majeurs. C'est-à-dire que le conjoint n'est plus ayant droit du mari, là, dans le cas que vous citez, ou si c'est un homme. Donc, les enfants peuvent parfaitement être rattachés donc, comme ayant droit à l'assuré social qui serait donc le salarié, là, le père, si c'est un homme. Et puis pour la conjointe, c'est au cas par cas, elle aura, au bout de 3 mois, même si elle ne travaille pas, elle aura droit aux critères de résidence, c'est-à-dire 3 mois de résidence stable et régulière en France, égale droit à l'assurance maladie. Donc, au bout de 3 mois, l'ensemble de la famille sera couvert par le régime obligatoire d'une manière ou d'une autre. Et pendant l'intervalle, et c'est le point fort, l'une des garanties fortes de la CFE, c'est la continuité des droits, la CFE va les couvrir
jusqu'à ce que les démarches soient terminées auprès du régime obligatoire. Donc effectivement, oui, dans ce cas d'école, la famille est couverte avec un passage fluide, je dirais, de la CFE vers le régime obligatoire. Je voudrais savoir à quel taux la livre libanaise est-elle calculée lors du paiement des frais médicaux. Alors là, je pense que vous touchez une question sensible et un peu technique. On a un sujet sur la livre libanaise, mais je pense que personne ne sera surpris. Il y a plusieurs experts du Liban en plus qui participent à la réunion. On a un souci majeur sur la livre libanaise du fait de la crise économique et de la crise monétaire qui frappe le Liban. Donc effectivement, tout comme d'ailleurs les assurances privées avec qui on a pu discuter sur leur manière de procéder, on a un sujet sur le choix du taux à retenir. Donc je dirais que la pratique de la caisse évolue au fur et à mesure aussi que la situation évolue au Liban. Nous retenons actuellement donc un taux officiel, mais qui n'est pas, je dirais, qui est le taux… C'est Rafa. C'est Rafa. Voilà, C'est Rafa. c'est Rafa. C'est le taux. C'est Rafa. Voilà. C'est le taux que nous retenons actuellement, mais c'est très compliqué, on ne va pas vous mentir, de liquider en ce moment les factures au Liban. Tout est fait, je dirais, manuellement, avec une vérification de vraisemblance, parce que les variations de taux de change font que il peut nous arriver des factures qui, quand on les convertit en euros, aboutissent à des montants totalement aberrants. Donc, voilà, le principe général, c'est celui-ci. On prend ce taux de change-là, et puis on traite au cas par cas les soins où apparemment il y a une erreur, où l'application de ce taux de change conduirait à des inepties. Voilà, mais on continue à suivre la situation de près parce qu'elle est complexe et malheureusement, on ne voit pas d'amélioration arriver, mais vous le savez. Alors, j'habite en Californie, à LA. J'ai une assurance qui rembourse mes soins de santé, mais pas de complément. Je cotise toujours pour ma retraite en France. Quelles prestations dois-je prendre pour avoir une mutuelle qui couvre ce que l'assurance américaine ne couvre pas? Pour continuer à cotiser pour ma retraite en France, qui couvre mes soins de santé en France et à l'étranger? Alors, il y a beaucoup de questions en une seule, mais je pense que, donc, si je comprends bien la situation, vous êtes donc en Californie. Pour la partie retraite, je vais commencer par là parce que c'est le plus simple. Si vous souhaitez continuer à cotiser pour votre retraite en France, c'est exactement dans le cas de figure pour lequel la CFE est conçue. Donc, vous pouvez adhérer à l'assurance retraite CFE. Si vous remplissez les conditions, alors qu'on n'a peut-être pas détaillé tout à l'heure, mais notamment le fait d'avoir été affilié pendant 5 ans en France. Donc, cela vous permet donc de poursuivre, de cotiser toujours pour votre future pension de retraite via la CFE. La CFE va appeler vos cotisations et va les reverser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ce qui vous permet de préserver votre retraite. Donc, la seule façon de faire pour préserver votre pension de retraite française, régime obligatoire, c'est la CFE. Et il n'y a pas d'alternative. Vous avez bien sûr toutes les alternatives privées, je dirais retraite par capitalisation ou autre, mais nous vous proposons donc ce système-là pour votre retraite. Pour vos soins, c'est un peu différent. Donc, je vois que vous avez une assurance américaine. Donc, la CFE peut vous proposer deux types de contrats. C'est ceux qu'on a un peu présentés tout à l'heure. Soit le monde expat santé qui va vous couvrir dans le monde entier, mais qui, il est vrai, ne suffit pas tout seul aux États-Unis. Et heureusement, vous avez une assurance locale, puisque compte tenu des coûts aux États-Unis, il faut une autre couverture pour notamment tout ce qui est hospitalisation, qui peut être très, très coûteux aux États-Unis. Donc ça, vous êtes déjà pourvu. Mais le monde expat santé vous couvre. Non seulement peut vous couvrir aux États-Unis, mais dans l'ensemble du globe et en France. Et si ce que vous souhaitez finalement, c'est uniquement une couverture des soins en France, vous prenez le France Expat Santé pour vos séjours occasionnels en France. Voilà, donc, ce sont les deux produits qui peuvent vous intéresser dans votre situation, je pense. Eric, je vais compléter pour la retraite. Pour la retraite, en fait, sont éligibles toutes les personnes qui ont été à l'assurance obligatoire pendant 5 ans, mais à quelque titre que ce soit. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément un salarié,
ça veut dire je suis née en France et j'y suis restée plusieurs années, au moins 5 ans. J'ai été le conjoint d'une personne qui était lui-même à un régime obligatoire en France. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus large qu'avoir travaillé 5 ans en France. J'ai été étudiant 5 ans en France, du bac au master 2 ou en doctorat. J'ai été à un régime obligatoire, qui est le régime obligatoire des étudiants. Je suis éligible. C'est très, très large. Et ensuite, il y a quelqu'un qui pose la question, peut-on adhérer à l'assurance retraite à n'importe quel âge? Alors, ça, la réponse, elle ne relève pas tellement de la CFE, elle relève de ce que je viens de vous dire et aussi de votre propre parcours et de l'évolution des retraites en France. Actuellement, il y a eu une très grosse discussion sur l'âge de la retraite. Donc, en fait, c'est des questions qu'il vaut mieux, à la limite, il faut peut-être mieux interpeller la CNAV ou en tout cas la CFE n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait son domaine de compétence. Nous, on prendra, si vous remplissez les conditions, pas de problème. Mais après, est-ce que ça vaut le coup? Ça, nous, on ne pourra pas vous répondre. En tout cas, ce n'est pas nous qui vous donnerons la réponse. Et voilà, pourquoi les cotisations CFE ne sont plus prélevées directement sur les pensions de retraite? En fait, ça, c'est vrai que je pense que c'était un peu dérogatoire. Pierre Tinet pourra peut-être vous répondre, mais c'est vrai que jusqu'en 2019, jusqu'à la réforme des cotisations, une catégorie de retraités avec un peu moins de la moitié du plafond de la sécurité sociale, les cotisations étaient prélevées. Ça, ce n'est pas du fait de la CFE, c'est plutôt du fait des caisses de sécurité sociale qui n'ont plus voulu avoir des frais de gestion qui ne les concernaient pas directement. Ça permet un recouvrement plus simple, tout simplement. Parce qu'on n'a pas 20 interlocuteurs, mais un seul, c'est l'assuré. Avant, il y avait autant d'interlocuteurs que de régimes de base ou complémentaires. Très bien. Alors ensuite, on a une question, c'est un cas concret du port de Beyrouth. Comment qualifiez-vous l'explosion du port de Beyrouth et que couvre la CFE? Alors, je ne sais pas si on a eu des assurés qui ont été dans ce cas. Pierre, tu as… Non, j'ai pas Enfin, l'accident de travail, tout simplement, il faut être d'abord sur un lieu de travail. Et donc, si typiquement, en effet, quelqu'un travaillait à ce moment-là dans son bureau et a été blessé, ça pourrait être considéré comme un accident de travail. Et lorsqu'on est dans le cadre d'un accident de travail, sous couvert, bien sûr, sous réserve d'avoir souscrit à l'assurance risque professionnel, parce que bien sûr, les distincts de la maladie, on va couvrir les soins en lien avec l'accident du travail. Voilà. Pour la carte vitale, oui, alors la carte vitale, alors ça c'est une question aussi importante. Il faut une adresse en France pour la recevoir. Alors ça c'est exact, effectivement, on a cette exigence et cela pose problème pour des personnes qui n'ont qu'une famille en France. Alors c'est vrai qu'il peut paraître paradoxal pour un organisme dont tous les adhérents sont à l'étranger d'exiger une adresse en France pour expédier la carte vitale. Mais c'est une demande que nous avons eue pour des raisons de sécurité lorsque la CFE a été autorisée à délivrer les cartes vitales. Vous savez qu'en France, le sujet de la fraude à la carte vitale est un sujet récurrent, politique. D'ailleurs, on en parlait encore cette semaine dans le cadre de la lutte contre la fraude. Donc, les choses sont extrêmement sécurisées. Donc, la demande, c'est de ne pas expédier de carte vitale à l'étranger, mais de les expédier sur des adresses en France. En revanche, on est assez souple sur le sujet, c'est-à-dire que, de toute façon, la carte vitale n'est utile qu'en France, puisque vous ne pouvez pas vous en servir à l'étranger. Il n'y a qu'en France qu'elle peut vous servir. Donc, c'est lorsque vous venez en France, vous nous indiquez, donc on recueille une adresse en France, qui peut être une adresse chez des amis, un parent, voire un hôtel, et on vous expédie la carte à l'adresse que vous nous indiquez, qui sera l'adresse de votre séjour temporaire en France. Donc, c'est de cette manière qu'on procède pour vous délivrer la carte en France. Mais de toute façon, si vous ne venez jamais en France, vous n'avez aucune utilité à avoir la carte vitale, puisque elle est utile et utilisable uniquement en France. Et pour ceux qui veulent la recevoir en France parce qu'ils viennent de temps en temps faire des soins ou rencontrer, voir la famille ou autre, j'ai créé justement
on a créé une association qui vous permet de domicilier gratuitement, donc avoir une domiciliation postale à Paris. Donc, ceux qui sont intéressés, je leur enverrai, qu'ils m'écrivent et je leur enverrai toutes les informations sur cette domiciliation postale offerte à nos compatriotes à l'étranger. Mais ça peut être aussi, ça peut être dans un hôtel, ça peut être chez des amis, ça peut être chez des voisins avec qui on est resté en contact. Ce n'est pas forcément un membre de la famille. Hein. Si vous savez que vous allez résider dans un hôtel, ça peut être un hôtel. Hein. Bon, il y a des associations, il y a effectivement, c'est une adresse stable. Okay. Alors, sur le fonctionnement de la carte vitale ne fonctionne ni au Liban ni en France. Alors, au Liban, c'est tout à fait normal parce que la carte vitale, c'est vraiment un outil électronique relié. C'est un outil électronique qui est vraiment propre au régime français, qui ne fonctionne qu'en France et jamais aucun autre pays ne prendra votre carte vitale, mais il en est de même pour les assurés sociaux en France. C'est vraiment uniquement en France. Au Liban, en France en revanche, alors, et je rebondis ici sur la question suivante qui dit que certaines fois la carte ne fonctionne pas. Alors il faut regarder à chaque fois les dossiers. Globalement, la carte vitale elle fonctionne. La seule réserve qu'on a et qui se lève petit à petit, c'est que pour lire la carte vitale avec le régime CFE enregistré dessus, il faut que le professionnel de santé que vous alliez voir ait un logiciel suffisamment à jour pour lire notre fameux régime CFE. C'est relativement récent puisque depuis plus de 40 ans qu'elle existe, la CFE n'avait pas la carte vitale, n'avait pas accès. Et c'est seulement depuis 2020, on va dire petit à petit, que nous délivrons la carte vitale. Donc, on a de plus en plus de professionnels de santé équipés, mais vous pouvez tomber sur un professionnel qui vous dit « je n'arrive pas à lire votre carte ». Généralement, c'est qu'il faut qu'il mette à jour son logiciel. Ça, malheureusement, on n'a pas la main pour obliger les professionnels de santé à le faire. On peut seulement les inciter. Ce sont des logiciels privés qu'ils utilisent, qui sont agréés par la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc, petit à petit, tout le parc informatique des professionnels de santé se met à jour et la situation se régularise. Alors, sur un tout autre domaine, comment cotiser, comment envoyer l'argent? Alors, c'est une question importante aussi. Alors, pour régler ces cotisations à la CFE, alors je vais essayer de rien oublier, vous allez me compléter, Isabelle et Pierre. Pour moi, donc les différents moyens disponibles, lorsque vous payez depuis un compte bancaire dans la zone CEPA, vous pouvez utiliser le prélèvement automatique. C'est ce qu'on recommande au maximum parce que ça permet d'être tranquillisé sur des oublis, des problèmes. Bon, c'est le prélèvement automatique. Mais il n'est disponible que sur les comptes en zone CEPA. Et puis, pour tous les autres, nous proposons soit le virement, donc un ordre de virement. Là, le grand point de précaution, c'est que le virement soit identifiable avec le nom de la personne, son numéro de sécurité sociale, parce que le risque, sinon, c'est que nous voyons arriver un virement et nous ne sommes pas capables de savoir à qui l'a adressé. Donc, le risque, c'est qu'on considère que vos cotisations ne sont pas payées. Donc, le virement. Après, on peut aussi payer par carte bancaire en ligne via les espaces personnels. Donc, c'est un paiement CB classique. Et depuis cette année, nous avons ouvert 2 nouveaux moyens de paiement qui sont American Express et PayPal. Donc, je crois que j'ai fait le tour des moyens de paiement possibles. Voilà. Après, est-ce que dans certains pays, il se peut que les banques locales acceptent de faire des virements de banque à banque? Donc, c'est dans la monnaie du pays d'accueil, de résidence, et ensuite, ça part, le transfert est versé sur les comptes de la CFE. Et un point de vigilance, comme le dit M. Pavie, c'est vraiment nom, prénom, numéro de sécurité sociale. C'est le point d'entrée. Mais je pense que c'est possible dans certains pays de passer par les banques classiques de vos pays de résidence. Après, tout dépend si vous êtes dans des pays où il y a un contrôle d'échange, un office d'échange, tout dépend de la réglementation locale. Alors, pour quelles raisons, dans certains cas, nous demande-t-on la modalité de règlement des frais ou honoraires?
Après la crise économique que traverse le Liban, les chèques et cartes de crédit ne sont pas acceptés par les prestataires. Seul le règlement en espèces est devenu possible. Comment le prouver? Alors, si je comprends bien la question, nous, le règlement en espèces n'est pas du tout proscrit. En revanche, ce qu'il nous faut, c'est des pièces justificatives, donc des factures le plus détaillées possible, avec la mention de la somme versée. Je dirais, peu importe le moyen de paiement, du moment qu'il est clair sur la facture que la somme a été réglée. Je pense, à moins que Pierre, tu vois autre Oui, chose. c'est ça, oui. Après, quand on fait des investigations dans les suspicions de fraude, il est possible qu'on demande des choses supplémentaires. C'est ça. Alors, est-il possible qu'un couple de retraités bénéficie chacun séparément de la CFE, moyennant une cotisation pour l'un et de la sécurité sociale par le prélèvement des cotisations obligatoires de sécurité sociale sur les pensions de retraite pour l'autre? Alors, donc, on ne comprend pas trop la question, en fait, parce que quand vous êtes retraité pensionné français et que donc vous avez droit aux soins en France pris en charge par le régime obligatoire, et dans le cas donc spécifique, par exemple, des 15 ans de cotisation préalable, en effet, il y a une cotisation qui s'appelle la COTAM qui est prélevée sur la pension de retraite française, de base. Ça, c'est le cas classique d'un retraité qui touche une pension française, qui est expatrié, et donc il y a cette cotisation qui s'applique. Après, dans ce cas-là, il a une cotisation CFE, des soins, à l'étranger. Alors, il se peut qu'un des deux membres du couple, l'un n'ait pas 15 ans et que l'autre ait plus de 15 ans. Donc, celui qui a plus de 15 ans, il sera en retraite expat. Celui qui a moins de 15 ans, il sera en monde expat. S'il ne réside pas dans un pays où il y a une convention de sécurité sociale. Mais là, à ce moment-là, il n'y a pas de cotisation couple parce que ce sont deux produits différents. Sauf si c'est monsieur Julien Béjani qui a posé la question. Peut-être il nous faudrait un peu plus de détails. Voilà. Alors, ensuite, on a une question sur la transmission des bordereaux de remboursement à la mutuelle générale. Là, Pierre, je vais peut-être te laisser expliquer le pourquoi on n'envoie plus de bordereaux de remboursement à la mutuelle générale. Parce que d'abord, la mutuelle générale est une mutuelle de droit français et donc on ne communique aujourd'hui qu'avec les assurances internationales avec qui on a des contrats de gestion. Et ensuite, c'était tout simplement sur ce type de mutuelle-là, impossible de suivre les changements de mutuelle des assurés, les bordereaux arrivés ou pas. Donc, on a préféré rentrer dans le cas commun qui est de dire, dans ces cas particuliers, et notamment parce que certaines mutuelles ne sont pas en complément CFE par nature, chaque assuré envoie ses bordereaux à sa mutuelle qu'il connaît de toute façon puisqu'il y a souscrit. Par contre, on maintient les transmissions avec toutes les assurances complémentaires agréées et avec un accord de gestion avec la CFE. Voilà. À qui écrire pour présenter des cas personnels et mettre à jour le contrat avec la CFE? Tout ce qui est échange d'adhérents avec la CFE doit passer par… on a sur l'espace personnel une rubrique « Contactez-nous » donc qui permet d'adresser un message à la caisse pour qu'on y réponde. On a également donc, une plateforme téléphonique, un centre d'appel dont le numéro est affiché tout à l'heure qui permet de répondre pour les échanges individuels. Après, quand des élus ont des cas personnels à nous transmettre, ils les transmettent à la direction, en fait, on les regarde, mais on sensibilise toujours sur le fait qu'évidemment, ce canal fonctionne tant qu'il est utilisé avec mesure. Voilà, c'est bien évident. Et puis, on a mis en place pour, je dirais, les conseillers de l'AFE et les conseillers des Français de l'étranger,
une ligne mail dédiée pour gérer des urgences, mais des urgences vraiment fortes et réelles. C'est-à-dire qu'il est très important de régler très rapidement la situation. Et donc, en quelque sorte, les services arrêtent tout pour traiter ce dossier lorsqu'il arrive sur cette boîte mail. Ça s'appelle Service Plus, voilà, qui est une messagerie d'urgence pour que les élus puissent signaler justement des cas d'urgence. Donc, voici un peu schématiquement les canaux dont on dispose. Concernant les mises à jour des contrats, donc la Caisse des Français de l'étranger, c'est une caisse autonome, comme vous l'avez peut-être compris, donc qui fait de l'encaissement, qui fait du remboursement, mais qui a son propre service informatique. Et dans le cadre de l'amélioration de la relation client, les services sont en phase terminale de mettre à jour les espaces personnels des assurés. Eric, peut-être tu vas en parler. Et à ce moment-là, tout ce qui est mise à jour, par exemple une naissance, le changement d'un compte bancaire, ces modifications pourront être mises à jour directement par l'assuré et non plus par l'intermédiaire d'un mail envoyé à la caisse et qui sera traité dans les jours suivants. Donc là, Eric, si tu veux parler de cet aspect de l'amélioration client pour les assurés. Alors, en effet, donc le projet majeur sur lequel on est en train de travailler, majeur en termes d'investissement informatique et de travail des équipes sur le sujet en ce moment, c'est la refonte complète des espaces clients en ligne. Donc, ces extranets, en fait, qui ont été créés il y a quelques années, nécessitent aujourd'hui d'être modernisés parce que on veut proposer donc je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, quand on envoie une demande, on reçoit un email automatique d'accusé de réception qui vous donne un numéro de demande. Et puis ensuite, vous ne pouvez pas savoir où en est le dossier. Avec ces nouveaux espaces personnels, donc qui devraient sortir fin décembre, début janvier, vous aurez possibilité de suivre en temps réel l'avancée du dossier. Donc étape par étape, donc au-delà du seul accusé de réception. Et effectivement, comme le disait Isabelle Fraîche, vous aurez aussi la possibilité d'effectuer certaines mises à jour vous-même, par exemple un changement d'adresse, donc ce qui gagne du temps. Donc on voit bien que on gagne tous du temps. Vous gagnez du temps parce que ça va plus vite. Nous, on gagne en efficacité en interne parce que vous avez déjà saisi votre demande. Donc on met en place comme ça un certain nombre de choses pour aussi accélérer et faciliter les échanges entre la caisse et ses adhérents, parce que on est conscient que aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment fluide, pas assez rapide et réactif entre le moment où une question est posée, le moment où une réponse est apportée. Donc, le nouvel outil fait partie des solutions pour répondre à cette problématique. Donc, on est en train de travailler dessus. Les travaux informatiques sont très avancés, mais c'est une refonte totale. Et puis, il y a des liens, évidemment, avec tous nos outils de back-office. Voilà, je vois. Donc, si certains… Alors, Madame la députée, si certains ont des demandes particulières à nous soumettre, est-ce que vous acceptez éventuellement qu'ils vous les envoient après la réunion pour nous les adresser parce que Bien sûr, je continue toutes les semaines à recevoir des demandes. Donc, je continuerai à vous les transmettre et je vous remercie pour votre efficacité, en tout cas, pour chaque demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou est-ce qu'on prend le relais avec les élus ici présents qui ont levé la main? Je vois encore… Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Il y a encore quelques questions. Je regarde rapidement une question sur les hospitalisations dans les cliniques conventionnées. On leur demande un chèque de caution. Alors là, pour nous, enfin, donc, quand une clinique demande un chèque de caution, en principe, donc si vous êtes en 100% dans un pays où le tiers payant est à 100%, c'est Vive, l'assisteur, qui délivre sa prise en charge à l'hôpital, qui vaut en quelque sorte chèque de caution, ou MSH, donc dans les pays concernés par MSH. Mais donc, il n'y a pas de chèque à délivrer dans le cadre d'un tiers payant. Après, c'est peut-être un cas particulier, je ne sais pas. Mais sinon, hors du tiers payant, de toute façon, le principe, c'est toujours l'avance des frais par l'assuré, puis le remboursement par la CFE.
De la même manière pour les soins ambulatoires, puisqu'il y a une question là-dessus, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en ville, il faut avancer les frais, être remboursé après. Mais c'est d'ailleurs la même chose en France, hein, à quelques exceptions près. Vous avancez les frais des soins de ville et ensuite vous êtes remboursé. Voilà, je pense cette fois que… Ah, il y a une dernière question peut-être et on aura fait le tour. La carte vitale adressée par la CFE ne permet pas l'accès au compte Amélie. Alors, effectivement, il faut distinguer les deux. C'est-à-dire que la carte vitale, c'est la carte vitale qui permet d'avoir des flux électroniques pour les remboursements, mais ça ne signifie pas que vous êtes affilié au régime obligatoire, au régime général. Et le compte Amélie, c'est le compte du régime obligatoire. Donc, effectivement, le fait d'avoir cette carte vitale CFE ne signifie pas que vous avez accès au compte Amélie, à moins que vous soyez dans le cas, par exemple, d'un retraité, donc toujours affilié en France, et du coup, vous conservez un compte Amélie. Voilà, Amélia, je pense qu'on a fait le tour des questions du chat, enfin l'essentiel. Et Eric, je vais donner la main à Hassan Ayoub, qui est, je crois, le premier à avoir levé la main, qui est élu au Liban, pour la circonscription Liban-Syrie. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Très bien. C'est très bien. Bon, avant tout, je dois remercier Amélien, cher Amélien, pour ton initiative. C'était magnifique. On a eu beaucoup de réponses à nos questions. Merci à Madame la Présidente et au directeur et à Monsieur Tinet donc pour leurs explications qui m'ont éclairé énormément sur des choses sur des attentes que je connaissais pas. Mes deux petites questions donc qui restent à soulever au niveau donc du Liban, au niveau des hôpitaux et des adhérents. Alors, il y a un mois, à la demande du conseil consulaire, j'ai fait une tournée avec le délégué Joe Karzel de Madame la députée. On a fait la tournée de tous les hôpitaux qui sont agréés par la CFE. C'était assez intéressant, mais alors ce qui était donc comme question que je demande et que eux, donc les directeurs des hôpitaux ont soulevé, et il y en a qui n'étaient même pas au courant qu'ils étaient donc affiliés et agréés par la CFE, entre autres l'hôpital de Bhannes. Donc la sœur qui dirige cet hôpital, elle m'a dit, j'ai su que j'étais CFE parce que j'ai eu donc des patients qui sont venus chez moi. J'ai même pas signé une convention, j'ai rien fait. Un autre hôpital, donc ça fait 2 semaines, je suis débordé par des téléphones de patients qui me disent on est arrivé à l'hôpital Bellevue et apparemment il n'est plus CFE. Donc il a été retiré de la liste. Donc j'aimerais bien avoir des réponses à ces questions. En plus, alors les directeurs des hôpitaux, ils nous sollicitent que le problème avec la CFE, c'est qu'ils n'ont pas de référent local. Donc, Vive n'a pas quelqu'un donc sur lequel ils peuvent donc appeler donc au cas de problème et autres. De même que les patients libanais, ils me disent c'est qui le référent CFE au Liban? On n'a pas une personne avec qui on peut parler. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez me dire, c'est quoi, comment on va gérer ça, c'est le problème au Liban. Maintenant, pour les autres, vous avez, M. Pavi, répondu à toutes les questions, machin, ça c'est normal. Mais c'est surtout au niveau des hôpitaux. Pourquoi il y a des hôpitaux qui ne sont plus donc sur la liste, d'autres qui sont sur la liste et ils ne savent même pas qu'ils sont CFE? Je ne sais pas. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Merci, Hassan. Voilà, je réactive le son, pardon. Donc mes collègues me compléteront, mais on a le principe, hein, c'est que ça n'est pas, depuis la mise en place du tiers payant hospitalier sous sa forme actuelle, qui est en janvier 2020, ça n'est pas la CFE qui conventionne elle-même des établissements. On passe toujours par un assisteur, donc Vive dans la plupart des cas, mais MSH dans 2 endroits, hein, Madagascar et l'île Maurice. C'est le travail de l'assisteur de trouver les bons hôpitaux, de les conventionner et de les déconventionner si il n'y a pas de satisfaction. Alors, le travail de sélection repose sur des critères, je dirais, médicaux et économiques, également de bassin de population, c'est-à-dire qu'assez logiquement,
va éviter de conventionner un hôpital dans une zone où il n'y a strictement aucun adhérent de la CFE. On va privilégier des zones où on a davantage de concentration de population de Français expatriés ou de Français résidant à l'étranger. Et puis, les critères médicaux, c'est notamment le fait de respecter les standards internationaux, donc des hôpitaux de qualité, et puis d'accepter les tarifs que négocie Vive ou MSH pour nous. Parce que l'intérêt du dispositif, c'est d'un côté, l'assuré a du tiers payant hospitalier, il n'avance pas les frais, mais de l'autre, la CFE fait des économies qui peuvent permettre d'éviter d'augmenter les cotisations parce qu'on maîtrise mieux la dépense en négociant les tarifs. Alors, les listes vives, du coup, c'est-à-dire que ces listes, lorsque l'assuré est éligible au tiers payant hospitalier, donc c'est un assuré qui n'a pas de complémentaire à l'international, qui n'est pas sous contrat collectif, qui est à jour de ses cotisations, voilà. Donc cet assuré-là, quand il va sur son espace personnel en ligne, il a la liste à jour des établissements. Et elle est actualisée régulièrement, donc plusieurs fois dans l'année. Donc il y a des pays où cela ne bouge pas trop, et puis il y a des pays où on va enlever un établissement, en rajouter un autre. Donc les conventionnements se font par les assisteurs. Alors, ce qui m'étonne davantage, c'est que certaines directions d'établissements que vous avez visités ne soient pas au courant s'ils sont conventionnés. Alors, ça m'étonne quand même. Parce qu'il arrive aussi, notamment dans des cas d'urgence, ou pour des raisons pratiques, que nos assisteurs orientent vers des établissements non conventionnés. Et que même si l'établissement n'est pas conventionné, il y ait une prise en charge de délivré et qu'on fonctionne finalement en tiers payant sans convention. Ça peut même se produire dans la durée, je pense, M. Fralin en parlera mieux que moi, mais dans la zone MSH et notamment c'est plutôt sur l'île Maurice récemment, on a eu le cas de cliniques qui fonctionnent de manière récurrente avec notre assisteur, mais qui pour autant ne souhaitent pas être conventionnés. Donc, il peut y avoir des établissements non conventionnés qui prennent du tiers payant hospitalier, mais globalement, ça n'est pas la règle. Voilà, je ne sais plus si j'ai répondu à toute votre question. Voilà. La notion de référent à la Caisse des Français de l'étranger, la notion de référent à la Caisse des Français de l'étranger, ce n'est pas quelqu'un qui va venir en appui, c'est pas quelqu'un qui va venir en appui logistique et administratif aux assurés. Pour nous, un référent, c'est plutôt quelqu'un qui va promouvoir et proposer des produits CFE, dans des pays à fort potentiel. Je pense que ce que vous évoquez, c'est plutôt un administrateur, voire un bureau de la CFE. Il n'y a pas de bureau de la CFE nulle part dans le monde. Il n'y a pas. Vous avez un ancien administrateur qui est encore très actif, qui est M. Jean-Louis Mingui. Je sais qu'il intervient toujours auprès du service social du consulat. Vous avez une administratrice, Madame Ella Salem, je crois, qui, en tout cas, quand elle a été élue, elle habitait au Liban. Je sais qu'elle est toujours à l'étranger. Après, il n'y a pas de bureau, mais il y a de bureau de nulle part. Oui. Mais il y a des administrateurs. Vous avez le service social du consulat qui peut peut-être… bon, ce n'est pas son rôle, mais bon, il peut vous accompagner. Je sais que M. Guérin connaît bien la CFE. Il était à Rabat avant, donc je le connais assez bien. Donc, il connaît bien la CFE. Heureusement qu'il y a M. Guérin, parce que c'est lui notre référent. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Je donne la parole à Marcel, qui est le deuxième. Et comme alors, ça devait être 1 heure, donc on a un peu dépassé, je vous propose peut-être de continuer 5-7 minutes et pour libérer nos intervenants de la CFE qui ont donné de leur temps gentiment. Marcel, tu peux débloquer son… On te débloque tout de suite. Ah, aussi. Non, mais c'est lui qui doit… OK, vous m'entendez? Donc, si après Denise, du coup, si vous pouvez faire court, s'il vous plaît, pour laisser le temps à Eric et Isabelle et peut-être à Jean-Hervé de répondre. Et alors moi, à mon tour, je voudrais remercier les gens de la CFE d'être venus nous expliquer un peu le b.a.-ba de ce qu'il faut savoir. Donc moi, je suis une association de bienfaisance, donc on donne un coup de main en particulier à des personnes qui sont en difficulté pour obtenir les services et en l'occurrence avoir, si vous voulez, des accès à la santé qui soient équivalents, qu'ils soient jeunes ou vieux. Donc je suppose que vous le savez, le problème des délais de remboursement.
qui sont récurrents. Les remontées que j'ai, moi, c'est que c'est souvent compliqué. Alors, voilà, globalement. Maintenant, il y a des problèmes très particuliers concernant, nous, on est à Maurice en zone 1, donc a priori, tiers payant 100%, sauf pour certaines prestations, en l'occurrence l'accouchement. Bon, je ne suis pas trop concerné en ce qui me concerne, mais aussi la cataracte. Et donc, c'est très compliqué parce qu'effectivement, on obtient sans problème des habilitations MSH, sauf que après, pour se faire rembourser éventuellement par une mutuelle, il faut présenter un bordereau. Or, ces bordereaux n'arrivent pas ou arrivent vraiment très, très tard. Il faut savoir qu'une opération cataracte, c'est plus de 2 000 €. Donc, le plafond de remboursement de MSH, de prise en charge de 1 500, vous avez 2 yeux, donc ça fait 1 000 € qui restent suspendus pendant plusieurs semaines, voire mois. Donc, c'est une situation très compliquée. Et je pose une question très précise, est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer des bordereaux à partir du moment où l'opération a été faite? Puisque en termes d'échange d'argent, l'adhérent n'a plus rien à voir. Et je pose cette question précisément parce que nous avons une grosse population de plus en plus nombreuse de retraités qui sont confrontés à ces difficultés. Et des retraités qui ne sont pas forcément à Maurice, arrivent aujourd'hui des retraités qui ont des revenus relativement modestes. Donc voilà, c'est une question très, très précise. Par ailleurs, mais ça a été réglé, vous m'avez parlé de la difficulté pour certaines mutuelles de transmettre directement les bordereaux. J'ai noté, bon, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Et effectivement, l'interface client que vous décidez de faire évoluer, je suis tout à fait d'accord parce que ça peut être très compliqué pour des personnes qui ne sont pas familiarisées, qui ne sont pas geeks, etc. Donc voilà un peu résumé ce que j'avais à dire pour l'île Maurice. En tout cas, je vous remercie de votre intervention. Est-ce que je peux poser ma question? Alors, on laisse Eric ou Pierre ou Isabelle répondre et tu poses ta question. Sur la question des délais de remboursement, alors sur le tiers payant hospitalier, c'est très spécifique. En fait, ce qui se passe, c'est que pour que la CFE émette le décompte de l'hospitalisation, il faut que MSH, en l'occurrence, donc à Maurice, nous transmette la facturation définitive de l'hôpital. Puisque nous, en fait, nous allons régler MSH qui aura avancé les frais pour notre compte. Donc, tant que nous n'avons pas cette facture, on ne peut pas donc la régler à MSH et ça ne déclenche pas le bordereau de paiement. Et nous, les règles, je dirais même de comptabilité, nous imposent d'avoir une facture en bonne et due forme avant de payer. Ce qui peut se passer, alors je ne sais pas si c'est le cas à l'île Maurice, mais je sais que ça se passe avec certains hôpitaux, c'est qu'il peut y avoir des discussions qui parfois se prolongent entre l'assisteur et l'hôpital pour se mettre d'accord sur la facture. Donc, nous, on essaie de prioriser, je dirais, dès lors que MSH ou Vive nous dit « ça y est, voilà la facture qui a été réglée », de rapidement la saisir pour générer un bordereau pour le client, même si ça ne génère aucun paiement pour le client, mais ça peut lui permettre qu'une mutuelle derrière, effectivement, prenne le reste à charge. Mais on est dépendant, souvent quand on regarde ce qui s'est passé, c'est qu'il y a entre des discussions entre l'assisteur et l'hôpital, ou alors parfois aussi l'hôpital qui manque de diligence pour faire sa facture. Donc, ça peut expliquer en partie le problème. Et puis, sur les autres remboursements, je dirais, donc là, on a modifié il y a 1 an notre interface de dépôt des soins en ligne. Il y a un temps d'appropriation par les adhérents, puisqu'il faut être bien vigilant quand on dépose des remboursements en ligne, de bien saisir chaque soin qui a été réalisé. Donc, si on a une consultation et des médicaments, il faut bien saisir une ligne consultation avec le montant payé, et une autre ligne avec la pharmacie et le montant payé. Et quand on respecte bien cette procédure, quand on discute avec des adhérents, quand elle est bien respectée, les remboursements peuvent être très rapides, notamment les actes simples, les consultations ou autres. Mais ce qui se passe parfois, c'est que les personnes déposent leurs soins justement sans respecter rigoureusement cette méthode et attendent un remboursement qui n'arrive pas parce que les soins ne sont pas correctement déclarés. Donc, on va retravailler aussi cette question pour bien communiquer sur la manière de déposer les soins en ligne pour que ce soit plus fluide. Si vous avez des éléments, on peut les diffuser, nous. Alors pour l'instant, on a une vidéo tutoriel
mais on réfléchit à la compléter encore. Mais effectivement, on pourra… Bien sûr, on peut la diffuser. Super. Merci beaucoup. Denise. Oui, alors ma question, j'ai presque la réponse, enfin en principe j'ai la réponse, c'est la lenteur des remboursements. Au Liban, enfin beaucoup de personnes m'appellent en me disant c'est pas possible. Vous savez, avec ce qui se passe au Liban en ce moment, les gens aimeraient bien avoir leur remboursement à temps. Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est ça, si vous avez, Eric, si vous avez quelque chose d'autre à expliquer comme explication. En fait, au Liban, c'est un peu le problème dont on parlait tout à l'heure sur le taux de change, c'est que la situation est telle que, bon, nous, on a des assureurs privés qui nous disent que carrément, ils ne prennent plus de dossiers au Liban parce que c'est devenu trop compliqué. Ouais. Nous, en tant que service public, on reste évidemment, mais par contre, il faut savoir qu'on y met beaucoup d'énergie et de temps parce que chaque facture est traitée à la main, avec conversion, avec mesure du taux de conversion, etc. Bon, ça fait partie d'ailleurs des sujets qui seront présentés au conseil d'administration, parce qu'on informe bien sûr nos administrateurs de ce genre de difficultés, parce que c'est très compliqué, ça fait peser aussi un risque financier sur la caisse, ce problématique de taux de change. Et la lenteur spécifique au Liban s'explique par le fait que c'est géré, je dirais, en dehors de systèmes classiques, avec une liquidation manuelle et de multiples vérifications. Voilà. Mais malheureusement, la situation au Liban fait qu'on est obligé de prendre des mesures particulières. D'accord, merci. Oui, merci beaucoup. Je crois que toutes les questions ont été posées, et on a eu des réponses à quasiment tout. Sur les mails que je reçois régulièrement, on me demande par rapport à la carte vitale, hein, donc l'interrogation sur le calendrier, sur la présentation PowerPoint. On a vu que 2023, a priori, c'était la fin du déploiement. On a encore beaucoup de personnes qui la demandent et qui ne l'ont pas. Donc, voilà, sur le calendrier de déploiement et sur les prescriptions, est-il possible, avec une prescription émise à l'étranger, de récupérer le traitement dans une pharmacie en France et de payer avec sa carte vitale? Alors, c'est deux questions différentes. La première, aujourd'hui, sur l'éligibilité vitale, à part deux partenaires qui sont aujourd'hui Ener et Oelo, donc ça concerne essentiellement des contrats collectifs aujourd'hui, qui vont passer à la fin du mois de juin normalement, tous ceux qui étaient éligibles sont. OK. Et donc, tous ceux qui n'ont pas de carte vitale, ils ne sont pas éligibles. OK. Et notamment à cause de ce fameux numéro de sécu. Et le ministre, en plus, dans une question au gouvernement récemment, a acté qu'il ne ferait pas d'effort particulier pour les rendre éligibles. OK. Deuxième point, sur la partie prescription, normalement, la seule obligation qu'a un pharmacien en France d'honorer une prescription étrangère, c'est quand la prescription vient de l'Union européenne. D'accord. Ça veut dire qu'ensuite, c'est au bon vouloir du pharmacien qui prend sa responsabilité ou pas. Donc, on a aujourd'hui, en effet, des délivrances sur prescription, on va dire marocaine ou autre, ou libanaise parfois, ou d'autres, mais il peut tout à fait refuser de délivrer une prescription qui est étrangère. En plus de ça, par rapport à la carte vitale, ça l'oblige à utiliser un numéro de prescripteur fictif, puisque forcément, ce professionnel de santé n'est pas connu dans les bases françaises. Donc, le pharmacien a tout à fait le droit de refuser. Très bien. Du coup, ça nous donne une piste de travail là-dessus. OK. Parfait. Et oui, et peut-être dernier élément qui revient souvent, les indigents. Ah, pardon. Oui, Zaïda, oui, j'en prie. Est-ce que je peux répondre par rapport à l'ordonnance faite à l'étranger si, ça marche, puisque moi, j'ai des ordonnances faites ici et quand je vais chez le pharmacien, j'ai mes médicaments. Par contre, la carte vitale, ils ne la veulent pas parce que l'ordonnance a été faite à l'étranger. Et du coup, je paye et je demande une feuille de remboursement. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est accepté. Oui, ce que disait Pierre Tinet, c'est que c'est au bon vouloir de la pharmacie. Donc, toi, tu as de la chance. Écoute, j'ai fait plusieurs pharmacies et ça marche. Donc, voilà. Non, mais la plupart du temps, on n'a pas trop de soucis. Par contre, voilà, dans la pratique franco-française pure, le pharmacien est obligé de mettre un numéro de prescripteur. Forcément, il n'existe pas ce numéro de prescripteur. Hein. Donc, il utiliserait un numéro fictif, ce qui rechigne à faire forcément, parce qu'il y a des contrôles en France qui font qu'on limite l'utilisation du numéro fictif. Et comme dit Zaïda, en effet, c'est une feuille de soins, un papier normalement qui est donné et un remboursement a posteriori par la CFE. Sachant qu'une prescription étrangère signifie remboursement par la CFE, de toute façon. Absolument. Super. Et alors, dernier point sur, oui, certains indigents n'ont pas les moyens pour la catégorie aidée. C'est vrai que j'ai longuement échangé avec
Éric Pavie et beaucoup d'élus sur le sujet. Et j'ai dit que je voulais solliciter, enfin j'ai sollicité et on essaye de trouver le moyen d'augmenter le budget de l'État, notamment du ministère des Affaires étrangères, pour la CFE, pour qu'on puisse trouver une solution pour nos indigents, pour qu'on puisse quand même les couvrir à minima. Donc ça, c'est un travail, je pense, qui va être long, mais utile de continuer à pousser tout de même. Et je pense qu'avec nos élus, on pourra avancer. Et je sais que la CFE est tout à fait disposée à travailler avec nous sur le sujet. Et je vous en remercie. À ce sujet, nous avons eu la visite de M. Olivier Becht, donc ministre délégué, entre autres, aux Français de l'étranger, qui a rendu visite à Rubel à la direction de la CFE. Nous lui avons fait visiter bien sûr les locaux, mais aussi surtout présenter plusieurs problématiques, dont celle de la catégorie aidée. Donc voilà, ce serait bien que tous les élus des Français de l'étranger, là je prends un peu ma casquette de président, tous les élus, les députés, les sénateurs, en tout cas cette zone Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud, Asie, où nous avons des familles à revenus modestes. Ces familles ont besoin de la CFE, mais la CFE seule ne peut pas faire de la solidarité pour l'ensemble des compatriotes. Donc, Madame la députée Amélia, je sais que vous militez pour ce dossier et je pense que tous ensemble, nous devons militer pour ce dossier. Bien sûr. Merci infiniment. Je pense qu'on a beaucoup dépassé, mais c'était tellement intéressant que je ne pouvais pas couper avant. Est-ce que qui veut conclure nos élus au conseil d'administration, ou Isabelle ou Éric? Moi, je veux bien dire un mot, Amélia, si tu permets. Bien sûr. Justement, en écho à cet échange sur la catégorie aidée. Étant administrateur depuis un an seulement de la CFE, j'ai découvert le coût pour l'ensemble des assurés comme moi qui cotisons à la CFE. C'est nous qui supportons l'essentiel du coût. C'est une mutualisation, certes, mais qui peut, en cas de dérive, conduire à augmenter les tarifs pour ceux qui payent déjà cher des cotisations, afin de faire bénéficier nos compatriotes qui n'ont pas les moyens de se payer l'assurance maladie à la CFE. Et ça nous amène quand même à des notions de limites, parce qu'un certain nombre de gens aujourd'hui comparent la CFE avec d'autres opportunités d'assurance et peuvent considérer, surtout quand ils sont jeunes et bien portants, que les cotisations sont relativement élevées. Si on les augmente encore, c'est peut-être les meilleurs risques, entre guillemets, qui quittent la CFE en raison de nos impératifs d'équilibre budgétaire. Donc, il faut pas imaginer que la CFE puisse développer cette solidarité si elle n'a pas une contribution, je dirais, euro par euro du budget de l'État. Et on peut même s'interroger sur notre capacité à maintenir la générosité telle qu'elle est actuellement organisée. C'est bien pour ça que je parlais Il faut être réaliste. C'est une caisse qui doit être autonome, qui ne reçoit pas d'aide directe, qui ne reçoit qu'une aide très partielle pour cette catégorie aidée. Si j'ai bien compris, l'engagement politique historique était de 50% d'aide. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas tenu. On était, il y a 2 ans, à 10%. On est remonté à un peu moins de 20%. Mais on est très, très loin de la contribution prévue par l'État à l'équilibre de cette catégorie. Et ça peut nous amener, nous, administrateurs de la CFE, à devoir faire des choix défavorables pour les gens qui en bénéficient aujourd'hui. Bien sûr, absolument. C'est pour ça qu'on doit tous travailler ensemble pour faire pression auprès du ministère. Merci encore à tous. Et encore une fois, n'hésitez pas à passer par moi pour ceux qui souhaitent débloquer des problèmes avec la caisse. Et ceux qui sont intéressés, encore une fois, pour la domiciliation postale, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail à l'Assemblée nationale. Et si la CFE est d'accord, on pourrait réitérer régulièrement, pas trop souvent, évidemment, mais si le besoin se fait encore ressentir, je ne sais pas, une fois par an, pourquoi pas. Voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, si vous en êtes d'accord, J'allais le proposer de refaire une réunion une fois par an, parce que c'est vraiment
super intéressant. Et puis, ça permet aux conseillers d'avoir plus d'informations et de pouvoir faire remonter et d'avoir des éclaircissements. Je trouve que c'est un excellent format, Monsieur Pavy. Écoutez, nous, en tout cas de notre côté, on est très content d'avoir pu participer à cette réunion et puis tant mieux donc si on a pu répondre à un certain nombre de questions. Mais je savais quand Amélia nous a proposé que ce serait dans cette qualité d'échange qui est importante. Je pense qu'on a intérêt à partager les informations et puis à le faire en toute transparence, même comme Jean-Hervé Fralin vient de le faire sur la catégorie aidée. Voilà, on a une mission de service public. On n'a pas forcément les financements d'un service public. Voilà, donc il faut qu'on équilibre les choses et puis qu'on réponde présent à tous nos compatriotes à l'étranger. Donc, on travaille. En tout cas, sachez qu'on travaille dur à la CFE pour essayer d'améliorer le service rendu et de continuer à développer, faire connaître la caisse parce que on est tous persuadés d'avoir un joyau avec la CFE qui est vraiment spécifique aux Français et on tient à le conserver et à le porter haut dans le monde. Et merci beaucoup en tout cas de cette réunion. Merci en tout cas. Merci Isabelle. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.